S'intercalant entre l'Opel Mokka et l'Opel Grandland, je vous présente le nouvel Opel Frontera dans sa version 100% électrique. Sachez que sur ma chaîne, vous retrouverez également l'essai complet de ce modèle, mais en version micro-hybride. Et on démarre, comme d'ordinaire, par le design. C'est parti! Au niveau des dimensions, on est sur 4,38 m de long, 1,79 m de large pour 1,63 m de haut. L'empattement, lui, il est de 2,67 m. Au niveau du poids, cet Opel Frontera 100% électrique affiche à peine plus d'1,5 tonne sur la balance. Alors, on va maintenant parler du design, à commencer par cette face avant avec l'Opel Vizor, navré pour l'ombre, avec, vous le voyez ici, le logo en noir. Il y a 6 couleurs au total avec du biton possible en finition GS, comme c'est ici le cas. Vous avez aussi les sabots de protection avant qui sont argentés. Ils sont noirs sur la finition édition. Vous avez également la présence des capteurs à l'avant. Toujours ce capot bien creusé. Les feux Intelli-LED qui, je vous le rappelle, consomment 17 watts. Des jantes ici de 17 pouces avec des pneus Bridgestone 215/60/17, des arches de roue et un bas de caisse en plastique, des rétroviseurs rabattables électriquement, un vitrage arrière surteinté, le toit noir bien entendu. On passe sur la partie arrière avec le béquet. À l'arrière ici on retrouve des capteurs et une caméra de recul, à savoir, et contrairement à la finition édition, les feux arrière ici sont à LED. Et puis naturellement, hop, ici la prise de charge. Alors sachez que cette version électrique dispose d'un moteur qui développe 113 chevaux et 124 Nm et demi. La batterie, elle est d'une capacité de 44,2 kWh. Le chargeur embarqué n'est que de 7,4 kW et le câble type 2 est fourni, et ce sera d'ailleurs le seul fourni avec la voiture. Alors concernant la recharge, il faut compter 26 minutes de 20 à 80% sur une borne rapide à 100 kW. La vitesse max est de 143 km/h. Et bonne nouvelle, en 2025, l'Opel Frontera sera disponible avec une batterie proposant une autonomie de plus de 400 km. Voilà pour le design extérieur de cette version donc électrique. Alors c'est vrai que j'ai oublié un petit détail à l'arrière, c'est que comme à l'avant, le sabot ici est également gris, et en fonction des finitions, vous pourrez tracter jusqu'à 1250 kg. Allez, maintenant on va passer à l'intérieur en prenant soin de remettre ça comme il faut. Alors à l'intérieur, je ne vais pas forcément revenir dans tous les détails par rapport à la version micro-hybride, je vais plutôt m'attacher aux quelques différences qu'il y a au niveau de l'intérieur. C'est assez léger, vous allez voir. Alors, déjà évidemment, le tableau de bord avec l'autonomie de 71% à gauche, soit 188 km. En fonction de comment vous roulez, vous serez soit en éco, soit en train de charger la voiture, ou alors full gaz, donc en mode power. Ça, c'est tout à fait normal. Ici, vous avez le rétroviseur intérieur qui est électrochromatique. Vous n'avez pas, contrairement à la version micro-hybride, l'option du volant chauffant et des sièges chauffants sur 3 niveaux, conducteur et passager. Pour le reste, je vous l'ai dit, ça reste sensiblement identique au sein de l'habitacle, avec le chargeur par induction, les 2 ports USB, donc la clim auto quand même, le pur panel, donc avec un écran devant sur de 10 pouces, un écran intégrant Apple CarPlay et Android Auto aussi sans fil également de 10 pouces. Il y a évidemment donc tout ce qui est compatibilité Bluetooth, il y a le chargeur donc par induction, j'en ai parlé, il y a 6 haut-parleurs répartis au sein de l'habitacle, et il y a toujours cet espace ici au-dessus de la boîte à gants avec un revêtement antidérapant. Est-ce que la boîte à gants est plus grande ici sur la version électrique? Non, pas du tout.
Donc c'est voilà, grosso modo la même chose, le même volant, les mêmes commandes, hein, le même siège je dirais aussi. Pour la partie avant, j'essaie de me rappeler s'il y avait d'autres différences, mais je ne pense pas. Petit rangement aussi ici. Du plastique. Alors ça c'est étonnant parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'un rangement, puisqu'il y a quand même une découpe en dessous. Et bien en fait non, pas du tout. Chose que je n'ai pas indiquée sur la version micro-hybride, c'est que vous avez une vraie clé. Ici, vous le voyez, voilà. Comment on sait que le véhicule est démarré? C'est hyper simple, c'est comme sur toute électrique. Voilà. Tant que vous n'avez pas le ready, c'est que le véhicule est sous tension mais pas démarré. Et là, concrètement, si je me mets en D, que j'enlève le frein à main, eh bien, logiquement, le véhicule va avancer. Voilà. Je vous montre tout de même l'arrière. Donc, évidemment, vous l'avez vu, je n'ai pas changé ma position de conduite. On retrouve toujours ces deux petites poches ici au dos des sièges avant, qui est extrêmement pratique, par exemple, pour ranger un téléphone. D'ailleurs, je vais essayer de choper le mien. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans la poche? Non, il est devant. Alors, on va prendre le téléphone. Voilà. Et ça passe pas mal. Hein, ça passe pas mal. Bon, évidemment, c'est quand même un gros truc. Donc, en vertical, ça sera bien. Et puis ici, une poche aumônière, on va dire, un peu plus classique. Voilà. Je rappelle, au niveau des jambes, vous voyez l'espace que j'ai. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est extrêmement spacieux. Au niveau de la tête, rien ne change. Je vous rappelle aussi qu'il y a une poignée ici et une poignée ici juste au rang 2, avec aussi de l'éclairage au niveau du plafonnier. Les appuis-têtes sont exactement les mêmes que sur la version micro-hybride, donc ça reste quand même assez ferme, je trouve. À savoir aussi qu'en finition GS et avec la motorisation micro-hybride, vous pouvez en option avoir une troisième rangée de sièges ici, et ça coûte à peu près 700 €. Bon, évidemment, ce sera plus des sièges d'appoint que des vrais sièges, c'est-à-dire que ce ne sera pas un véhicule 7 places pour faire beaucoup de route, sauf peut-être si vous avez des enfants en bas âge. Voilà donc pour la partie arrière, avec toujours une banquette rabattable, des sièges compatibles Isofix, banquette rabattable en 60-40, je vais vous montrer ça tout de suite, parce que c'est vrai que ce fond derrière est quand même habitable, il y a beaucoup d'espace je trouve. Hop, donc, premier côté, on va rapidement passer de l'autre. Voilà, alors ici je vais rabattre quand même l'appui-tête, voilà, pour que ça passe correctement. Voilà, donc là vous voyez, alors j'ai pas complètement rabattu la banquette arrière. Hein. Hop, ici vous le verrez mieux, voilà. Toujours le double fond qui peut être extrêmement pratique, notamment pour y mettre le câble, et puis des choses ici qui ne seraient pas sales. Imaginons qu'il pleuve, voilà. Donc là, vous passez de 460 à 1600 litres de volume de chargement, avec de nouveau cette petite lumière et des crochets d'arrimage, par exemple, pour y mettre un filet. Et maintenant, je vous propose qu'on aille rouler cette Opel Frontera 100% électrique. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Je pars avec 189 km d'autonomie, soit environ 71%, et je vais avoir un peu plus de 30 km à parcourir. C'est parti. Electric Traction System Fault Repair Needed. Bon, on va quand même rouler, on va voir ce que ça donne, hein, malgré ce message d'erreur avec la petite clé à droite. On va faire déjà un départ arrêté avec une chaussée encore humide. Juste après la petite plaque d'égout. On va bien régler le siège, voilà. C'est parti. Pied dedans. 25, 30, 41, 45, 53, 60, 73. Je pense qu'il faut que je me remonte un petit peu. Voilà. Là, on est bien là. Bonne vision. Alors, sur la micro-hybride, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la vision dans le rétro est absolument excellente. D'ailleurs, heureusement, parce que c'est vrai que
définition de la caméra de recul est à améliorer. La vision globale périphérique notamment est super bonne aussi. Alors le petit bip que vous entendez, c'est quand on dépasse la vitesse, tout simplement. Allez, je vais remettre le pied dedans. 55, 71, 83. Bon là je vais écraser la pédale de frein en descente. C'est parti. Correct. On va passer un premier Dodan à 37 km/h. Ça va, c'est correct aussi au niveau de l'amortissement. C'est pas, ça tape pas fort. On le sent évidemment, hein, mais c'est pas non plus un problème. La sonorisation est bonne. On entend ce petit sifflement caractéristique des véhicules électriques. Ça, c'est agréable. Dodan passé à 37 km/h. Pareil, aucun souci. Le volant offre toujours une excellente prise en main, comme la version micro-hybride, puisque évidemment, il s'agit du même volant. Un petit peu bombé en son centre. Donc je rappelle que bruit des clignotants ou klaxon, ça va. Allez, encore une série de 2 Dodan. Le premier à 36 km/h. Celui-ci est un petit peu plus marqué que les autres. À 33 km/h pour le deuxième. Et ouais, ça ne tape pas. Est-ce qu'on peut voir la consommation instantanée? Non. Non. Ça, c'est un peu dommage. Là, je vais passer ce Dodan à 50 km/h. À 48 pour être très précis. J'aurais peut-être dû être un peu moins rapide, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça fait pas mal au dos. Et ce n'est pas non plus désagréable. Et ce qui est bien aussi au niveau de la visibilité, c'est que lorsque vous vous retournez, par exemple, pour voir ce qui se passe dans l'angle mort, eh bien vous voyez très très bien ce qui se passe à l'arrière gauche. Le montant ici n'est pas immense, donc on voit vraiment très très bien. Il y a aussi au sein des rétroviseurs l'alerte d'angle mort. En plus, voilà, des caméras, des capteurs, caméra, capteur, alerte de fatigue, aide au maintien dans la voie active, l'alerte d'angle mort. Ouais, il y a pas mal de choses hein, quand même. Et puis ce qui est bien, c'est qu'avec 305 km d'autonomie en cycle WLTP, je pense que ça pourra satisfaire la plupart des clients. Et quand bien même, si vous trouvez que ce n'est pas assez, je vous le rappelle, en 2025, il y aura une version à peu près 400 km d'autonomie. Donc voilà. Alors là, on va faire un 80 à 100 km/h. Donc je suis à 81, je vais essayer de me mettre à 80. Voilà, 80 km/h, 100 gaz en grand, 84, 88, 92, 96 et 100. On appuie sur la commande du mode, on appuie une fois vers le bas pour régler le régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif à 100 km/h et voilà. Les sièges maintiennent toujours aussi bien que sur la version micro-hybride. Vous n'êtes pas enveloppé comme dans un siège de course par exemple, évidemment, c'est pas l'idée, mais quoi qu'il en soit, ça maintient bien. On perçoit un petit peu de bruit de vent, je regarde dehors, il n'y a pas de vent en particulier, ouais. Non, ça ne bouge pas trop, non, ça bouge pas du tout même à l'extérieur. Ah, là ça va être 120, donc ça tombe très bien. On est à 101 km/h en descente, 100 km/h, 120, gaz en grand, 104, 108, 112, 116 et logiquement 120. Voilà, je remets le régulateur de vitesse à 120, à 121 pour être très précis. On restera de toute façon toujours en dessous de 120 réel. Je le désactive puisque le véhicule devant ne roule pas à 120. D'ailleurs, c'est vrai que les gens, globalement, ici à Palma, respectent les limitations de vitesse, voire même roulent largement en dessous. Ce que j'aime bien aussi, comme sur l'autre version, c'est vraiment la réactivité de l'écran, notamment de la navigation qui peut être intégrée sans utiliser donc Apple CarPlay ou Android Auto. Ça, c'est vraiment chouette. C'est réactif, on voit bien, c'est légèrement orienté conducteur. Par contre, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas voir la consommation, je trouve. Mais bon, voilà, il y a le pourcentage de batterie à gauche. L'autonomie restante, je vous dirais que c'est quand même peut-être ça le plus important. Et sur le GPS, vous avez aussi donc intégré au véhicule, hein, je le rappelle, vous avez aussi
les prises de recharge, où elles se situent sur votre parcours, donc ça c'est bien. Avec donc le planificateur d'itinéraire. La direction, je la trouve bonne sans être ultra précise. Alors sur autoroute, ça se verra quasiment pas. Ce sera plus sur les petites courbes ou les routes de montagne par exemple. Là, je viens de franchir la ligne. J'ai tout de suite eu un message sur le tableau de bord, en dessous de la vitesse. Je pense que la sonorisation aurait quand même pu être traitée d'une meilleure façon. Mais bon, la forme du véhicule est ce qu'elle est. Et après, au niveau des isolants, plus on met d'isolants, plus c'est lourd et plus c'est cher. Vous avez aussi 2 décélérations possibles entre 0,8 et 1,2 m/s, accessibles facilement avec la commande bouton C en dessous de D pour drive, C pour confort. Donc c'est en quelque sorte un B pour brake, donc une optimisation du freinage régénératif qui est possible. Alors au niveau de la décélération, sachez que là, par exemple, je suis à 64, hop, je relâche, 60, 57, 54. Et avec la commande donc confort, je peux, entre guillemets, moins récupérer d'énergie, donc ralentir moins. Ça, c'est vraiment très utile, que ce soit en ville pour laisser le choix au client ou alors, par exemple, sur des routes de montagne. Alors, on va voir, par exemple, en cas de dépassement, si j'ai vraiment besoin de beaucoup de puissance. Gaz en grand, ouais, ça va. Ça va, ça a un petit temps de latence entre le moment où on appuie et le moment où ça part. Une petite seconde, je dirais. Alors là, je suis à 100 km/h. Ça va être 80 dans quelques instants. En légère montée, je relâche avec le mode C activé. Bon, ça va être 60, donc je relâche d'autant plus. 70, 64 et 60, voilà. Là, ça redevient plat, j'ai personne derrière moi, je relâche l'accélérateur. 54, 51, 48, 45, 42, ouais, ça freine vraiment bien. Alors, en conclusion, quoi penser de cette version de l'Opel Frontera en 100% électrique? Vous l'avez vu, bon, il n'y a pas d'ordinateur de bord pour voir la consommation, ça c'est un petit truc qui manque je trouve, mais c'est à mon sens, parce que le client final de toute façon aura l'autonomie restante en pourcentage, donc je pense que pour l'immense majorité des clients, ça sera amplement suffisant. Il n'y aura pas de concours de qui aura il n'y aura pas de concours de celui qui consommera le moins surtout. Et quoi dire d'autre? Alors, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer vraiment dans des petites courbes comme j'ai pu essayer le modèle micro-hybride. Par contre, j'ai quand même posé la question à quelqu'un qui avait fait exactement le même trajet que moi, lui, avec la version donc électrique en finition GS, qui m'a dit exactement la même chose. Donc, il y a quand même un petit peu de survirage. C'est-à-dire que sous-virage, c'est-à-dire que concrètement, il faut vraiment rouler ce véhicule en bon père de famille. Là, on est sur des jantes de 17 pouces, on était sur du 16 tout à l'heure, sur un revêtement humide. Bon, maintenant c'est mi-humide, mi-sec en fonction des conditions d'ensoleillement, avec arbre ou pas arbre. Bref, il faut vraiment rouler cette voiture, je dirais calmement. C'est pas un véhicule qui est super dynamique, ce n'est absolument pas sa vocation. On est à un peu plus de 31 000, je crois que c'est 31 500 € en TVA belge, donc forcément moins en TVA luxembourgeoise, en sachant que donc c'est la finition GS. En finition édition, on sera autour des 27. Donc pour je dirais pour un véhicule 5, voire 5 plus 2 à ce prix-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors oui, de nouveau, il y a beaucoup de plastique à l'intérieur, mais ça permet aussi et surtout de contenir les coûts et donc le prix final pour le client final. Donc finalement, c'est une proposition qui n'est pas si ridicule que ça pour une Opel Frontera. Pour une Opel Frontera, évidemment, la ressemblance esthétique à l'arrière, comme sur l'autre version, vous l'aurez noté, elle est évidente. Ça fait partie du groupe Stellantis. En même temps, je vous dirais que chez VAG, ça fait des dizaines d'années qu'ils font ça et ça pose pas de problème à personne. Donc ce serait vraiment dommage que Stellantis ou d'autres ne fassent pas la même chose. Voilà pour l'essai de cette Opel Frontera en 100% électrique. Je vous propose également de découvrir l'essai de la version micro-hybride sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à la partager. Un immense merci à Wim d'Opel Belux pour l'invitation ici sous le soleil de Majorque. C'est quand même plutôt très agréable. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!